Salam alaikum, Azulflawen, bonsoir. C'est une liste sur laquelle il ne fait pas bon figurer. Celle des pays dont l'Union européenne estime qu'ils présentent des carences stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment capitaux et le financement du terrorisme, et qui constituent toujours, selon Bruxelles, des menaces importantes pour le système financier de l'Union européenne. Dans une décision aux répercussions diplomatiques et économiques non négligeables, la Commission européenne a annoncé l'ajout de l'Algérie à sa liste noire des pays jugés à haut risque en matière de blanchiment d'argent. L'entrée dans cette liste noire implique des contrôles renforcés pour les transactions impliquant le pays, une surveillance accrue des établissements bancaires et des secteurs sensibles, et l'obligation pour les institutions financières de l'Union européenne d'adopter des mesures de vigilance supplémentaires à l'égard des flux liés aux pays de la liste noire. La crise diplomatique entre Alger et Paris, déclenchée le 30 juillet de l'année dernière par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, s'est exacerbée au fil d'une série noire d'incidents. Cette semaine, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le PDG de la compagnie maritime française CMA-CGM, M. Rodolphe Saadi, malgré le climat délétère dans les relations entre les deux pays. Lors de sa rencontre avec Abdelmadjid Tebboune, différents projets ont été évoqués pour approfondir la présence du leader français de la logistique sur le territoire. D'après le quotidien Al-Watan, un accord entre l'Algérie et CMA-CGM porte sur plusieurs milliards d'euros d'investissements dans les domaines portuaires et logistiques. Au même moment, le journal français L'Opinion a rapporté que le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de renoncer au projet de construction du méga-port d'El Hamdaniya, qui devait être réalisé en partenariat avec la Chine au profit du développement des ports existants du pays, en collaboration avec le géant français du transport maritime CMA-CGM. Ce shift dans la décision du mégaport d'El Hamdaniya en partenariat avec la Chine soulève beaucoup de questions. L'incohérence et l'opacité de la gestion des affaires de l'État posent de nombreuses interrogations. Jeudi dernier, l'ancien candidat à la présidentielle, le général à la retraite Ali Rdiri, a quitté la prison de Qli'a après avoir purgé la totalité de la peine de 6 ans prononcée contre sa personne. Arrêté en 2019 en plein Hirak, l'homme a été condamné dans un premier temps à 4 ans de prison ferme. En mai 2023, la Cour criminelle d'appel d'Alger a alourdi sa peine, le condamnant à 6 ans de prison ferme. Il a été jugé pour participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée avec l'intention de nuire à la défense nationale. La question qui s'impose, pourquoi la justice s'est acharnée sur Ali Rdiri, Saïd Narza, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hamadi, tous condamnés à la prison ferme et tous anciens candidats à la présidentielle. Que reste-t-il du champ politique en Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. On va revenir bien sûr sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine, comme vous l'avez constaté donc dans cette petite introduction. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce soir dans cette émission Rafiq Bouhlal, économiste et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Rafiq Bouhlal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Invité et à votre invité aussi et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al Magharibi.
Merci beaucoup, Rafiq Bouhlel, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous, merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis d'être ici. Salutations à votre invité et à tout le monde. Merci beaucoup, Adel, d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec vous, Rafiq Bouhlel. D'abord, je vais vous demander, parce qu'on a beaucoup de questions et on a seulement 52 minutes malheureusement. Donc on va essayer d'être un peu, si c'est possible, bref, dans vos réponses. J'aimerais avoir le maximum, j'aimerais poser le maximum de questions. Et bien sûr, on veut profiter de votre présence aujourd'hui, Rafiq Bouhlel, mais aussi Adel Khalef. D'abord, on va commencer avec les déclarations de Rodolphe Saadi. Rappelons que Rodolphe Saadi, donc le patron français de la compagnie donc maritime, qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune cette semaine. Et bien sûr, juste après, on a vu donc que l'Algérie a été rajoutée à la liste noire donc la Commission européenne a rajouté l'Algérie à la liste noire concernant donc le blanchiment de l'argent. On va revenir bien sûr sur cette question, mais d'abord on va écouter Soundbite One, nos amis de la régie. L'Algérie rejoint la liste noire de l'Union européenne. Quelles sont donc les répercussions économiques sur notre pays? D'abord, on va écouter les déclarations de Rodolphe Saadi. J'ai eu la chance d'être invité par le président Tebboune à venir le voir aujourd'hui et vu l'importance du pays pour nous, je suis là. L'Algérie est un pays stratégique pour le groupe CMA-CGM. Comme je le disais, nous sommes présents depuis de nombreuses années et nous souhaitons continuer à nous développer dans ce pays. Donc nous sommes présents, nous avons de très belles parts de marché dans le domaine du transport maritime et de la logistique et nous souhaitons continuer à nous développer dans ces différents domaines et je crois beaucoup au potentiel de l'Algérie. Voilà les déclarations de Rodolphe Saadi. Rafiq Bouhlel, comment peut-on lire donc cette visite de Rodolphe Saadi dans un contexte de crise entre Alger et Paris? Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune, mais aussi cette information qui a été divulguée par le journal L'Opinion, qui a parlé donc que le projet d'El Hamdaniya est tombé à l'eau, si on peut le qualifier ainsi. Quelle est votre analyse donc par rapport à cette situation, ce shift d'abord de politique économique concernant donc ce projet, ce méga projet de port d'El Hamdaniya, mais aussi cette visite dans un contexte de crise entre Alger et Paris de Rodolphe Saadi? Pour ma part, la visite de Rodolphe Saadi à Alger pour rencontrer le président Tebboune, suite à son invitation, donc il faut bien préciser que c'est Tebboune qui a invité Rodolphe Saadi. Il l'a invité pour lui faire passer un message à caractère politique suite à la montée en tension et au gel des avoirs, des biens mal acquis du régime algérien en France. Ce qui a fait peur énormément et ce qui fait toujours à ce jour très peur au régime algérien. Et par conséquent, pour ne pas perdre la face et pour détourner le canal politique, ils sont passés par un canal économique où ils ont invité Rodolphe Saadi, le PDG de CMA-CGM, qui fait, rappelons-le, que son entreprise a réalisé en 2023 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est quasiment le tiers du PIB algérien. Et sa venue, c'était pour faire passer un message politique à Emmanuel Macron, à savoir, nous allons arrêter l'escalade, qu'elle soit diplomatique ou médiatique. En contrepartie, vous calmez sur le gel des avoirs de la nomenclature algérienne en France. Et en contrepartie, on offre un projet à plusieurs milliards d'investissements au patron de CMA-CGM au détriment du projet initialement prévu avec les Chinois, qui va, à mon sens, accélérer
la reconnaissance de la Chine, de la souveraineté du Sahara occidental, de la marocanité du Sahara occidental, parce que les Chinois vont prendre le fait d'avoir annulé le projet et ce partenariat comme un coup de poignard dans le dos qui était attendu depuis 2015 et qui n'a jamais vu le jour, à hauteur de 5 milliards de dollars pour le coût global du projet. Et cela va encore créer des tensions entre l'Algérie et la Chine suite à cette annulation, et un message du régime algérien au gouvernement français à travers Rodolphe Saadé, à savoir nous allons nous calmer sur les attaques quotidiennes. Et si vous avez remarqué, depuis la visite de Rodolphe Saadé et depuis le changement à la tête de la DGSI et l'arrivée du général Di Hassan, les médias algériens ont cessé d'attaquer la France comme ils le faisaient les dernières semaines, matin, midi et soir. Et c'est une réalité qu'on constate sur le terrain. C'est parce que l'Algérie n'est pas souveraine. L'Algérie, quand un régime cache son argent dans un pays depuis 1962, leurs enfants, leurs biens immobiliers, ils sont pas souverains. Et à la première menace de gel de leurs avoirs, ils préfèrent battre en retraite et offrir des projets en guise de bonne foi. Et le calme médiatique qui est revenu depuis quelques jours, et on ne voit plus les médias algériens attaquer les politiques français. Très bien. Adel Khalef, vous avez entendu l'analyse de Rafiq Bouhlel. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Beaucoup, bien sûr, d'incompréhension, surtout la question du méga-projet, port d'El Hamdania, qui devait être réalisé donc, en partenariat avec la Chine, mais Al-Majid Tebboune a décidé donc de renoncer à ce projet, à la construction de ce projet. Dans un contexte de crise, comme je l'ai dit, cette visite de Rodolphe Saadé, que bien sûr Rafiq Bouhlel a bien précisé qu'il s'agissait bien sûr donc d'une invitation du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, il a été reçu par Al-Majid Tebboune. Votre réaction, Adel Khalef? Bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'une personnalité économique de la dimension de M. Rodolphe Saadé ne s'invite pas automatiquement en Algérie. De toute évidence, s'il est venu, s'il a été reçu en haut lieu comme ça à la présidence, c'est parce qu'au préalable, il y a dû donc y avoir une confirmation de l'invitation ou une reprise, car rappelons qu'il devait se rendre en Algérie il y a, je pense, un mois, ou un peu plus, ou 2 mois, je ne me souviens plus très bien. Et donc, à la lumière de la pression diplomatique qui avait entre les deux pays, je pense que la visite de ce dernier a été donc reprogrammée à une date ultérieure, en l'occurrence celle qui vient d'avoir lieu. Bon. Alors, moi, je vais essayer d'expliquer un peu, d'expliquer un peu la situation telle que je la vois déjà sur le côté juridique, sur le côté contractuel. Parce que moi, je suis un peu inquiet, je suis même très inquiet. Mon inquiétude est essentiellement basée sur, d'abord, l'image de marque de l'Algérie. Parce que nous avons vu que, hélas, malheureusement, sur le plan diplomatique, nous ne sommes pas en train de réaliser des prouesses, ma foi. C'est d'un scandale à un autre. Sur ce projet-là, j'ai déjà entendu des personnalités en train de dire, clamer et répéter de façon continue et répétitive qu'il n'y a jamais eu de contrat de signé entre l'Algérie et les Chinois. Bon, bien sûr, ceci est un mensonge interstellaire. Nous savons très bien qu'il y a eu un contrat. Vous savez, la Chine, les Chinois surtout, sont des gens qui sont extrêmement pointus sur les aspects juridiques. Beaucoup de gens vous disent les Chinois travaillent sans contrat. Tout ça, c'est un leurre. Hein. C'est complètement faux, c'est complètement ridicule. Les Chinois travaillent sur des bases de contrats très sérieux et ils se concentrent énormément sur le côté de l'arbitrage. Si jamais il y a des problèmes d'exécution
contractuelle. Si jamais, par exemple, vous savez, quand on met en place un contrat, surtout un projet de cette taille, c'est un projet d'un financement de 5 milliards de dollars. Donc, c'est un projet où il y a eu un consortium qui a été mis en place. C'est une joint venture. Vous savez, comme j'ai expliqué une fois sur votre chaîne, quand il y a des projets de cette taille-là, ou un peu moins, en tout cas, des joint ventures, c'est-à-dire partenariats de cette taille-là, il y a toujours une structure juridique aussi grande, aussi importante. Donc, on commence toujours à faire signer un MOU, Memorandum of Understanding, ce qui veut dire en français un protocole d'accord dans lequel on explique ce que chacune des parties, quel sera le rôle de chacune des parties. En l'occurrence, dans ce projet, il y avait donc les Chinois sur le côté technique, de construction, parce que rappelons que M. Rodolphe Sadé, dans son entreprise SCMA, CGM, CMA, ne sont pas spécialisés dans la construction des ports, ce n'est pas du tout leur métier, ils sont dans l'exploitation de l'activité portuaire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait question de construction d'un projet, à part que si peut-être cette société a l'intention de sous-traiter avec un autre consortium, qui devrait peut-être voir le jour dans les prochaines semaines ou les prochains mois à venir. Restons un peu sur ce qui s'est passé en 2015. Donc, il y a dû y avoir un MOU qui a été signé, et ensuite, il y a dû y avoir un contrat en bonne et due forme qui a été signé. Parce qu'attention, un financement de cette taille-là ne se fait pas juste comme ça. On n'est pas en train de parler de la construction d'une tour. On est en train de parler d'un projet quand même pharaonique, énorme, une infrastructure portuaire énormissime. Donc, il y a un consortium bancaire, il y a un groupement bancaire, il y a une partie des finances qui viennent de la Chine, donc il y a des lettres de crédit qui ont été émises par des banques, des institutions financières chinoises, qui ont garanti auprès de la Banque d'Algérie pour que cette dernière mette les fonds à disposition. Parce que vous savez, les étrangers en général, comment ils font? C'est pas toujours eux qui amènent l'argent. Eux, ce qu'ils font, ils font une garantie bancaire. C'est-à-dire que, dans cet exemple, les Chinois, leur banque signe un document, ce qu'on appelle une garantie bancaire. Cette garantie bancaire est reçue par la Banque d'Algérie et que cette dernière ensuite fait ce qu'on appelle une autorisation de levée de fonds. Donc les Chinois font une levée de fonds en Algérie auprès d'une banque algérienne et donc en cas où il y a un problème, c'est garanti par la banque en Chine. Et bien sûr, il y a dû y avoir aussi un montage financier par les banques algériennes, etc. Donc vous voyez tout ce montage-là, c'est un montage financier, juridique, technique, commercial, très 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 complexe à faire. Maintenant, qu'on me dise à moi qu'il n'y a jamais eu de contrat, franchement, il faut arrêter de se foutre de la République. Ça, c'est des histoires qui sont racontées par des hurluberlus. Il y a certainement eu un contrat. Pourquoi? Vous savez, quand vous allez sur Google Earth, vous mettez le site, vous mettez en référence site de construction du port de Hamdaniya, et vous allez voir que dans le site, il y a des centaines de camions, des pots-clins, un chantier énorme. Alors croyez-moi, ces camions ne sont pas venus pour terrasser la plage pour les estivants. On voit très bien qu'il y a eu une logistique, des équipements qui ont été déplacés. Donc, une équipe humaine a mis ça en place, donc il y a eu le début des travaux, donc s'il y a eu le début des travaux, ça veut dire qu'il y a eu financement levé, s'il y a eu financement levé, sur quelle base? Sur base de contrat, donc il y a eu un contrat signé. Maintenant je termine sur ce point, pardon. Moi je suis très inquiet, pourquoi? Vous savez, ce qui m'inquiète, moi, ce n'est pas particulièrement de savoir s'il y a eu un contrat signé ou pas. Moi, je sais qu'il y a eu un contrat signé. Je n'ai pas besoin de leurs histoires à dormir debout. Je vois très bien. Moi, vous savez, je siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises. Ça fait 25 ans que je suis dans le consulting international. J'ai assisté beaucoup d'entreprises. Excusez-moi, si j'ose le dire, on ne va pas me la faire à moi. Je sais très bien qu'il y a eu un contrat de signé. Maintenant, vous savez, des contrats de cette taille aussi, en première instance, on fait toujours en sorte, s'il n'y a jamais un problème, on fait appel aux autorités judiciaires locales, donc pour essayer de résoudre le problème s'il y a un problème juridique. Si les institutions
judiciaire local n'arrive pas à arriver à une solution, là, on fait appel à l'arbitrage. Donc, ça va aller ou bien au tribunal de Londres, ou bien au tribunal de Paris, qui sont spécialisés dans l'arbitrage. Connaissant les Chinois, ils vont aller au tribunal de Londres, parce qu'ils savent très bien qu'en France, il y a une technicité judiciaire qui se rapproche un peu trop de celle de l'Algérie, ou vice-versa. Et donc, on préfère un système juridique, carré, comme celui de Londres. Et donc, si jamais ils arrivent à ce conflit d'arbitrage, moi, je peux vous dire que l'Algérie va perdre parce que nous sommes ici clairement face à une violation d'une clause d'exploitation et d'exécution. Donc, j'ai très, très peur pour un autre scandale d'arbitrage international que l'Algérie va certainement perdre. Très bien. Puisque vous parlez de peur, mais aussi pour beaucoup d'observateurs, c'est une polémique. Pour l'instant, donc, rien n'est clair. Pourquoi donc on a laissé tomber ce projet? On va regarder cette petite vidéo. عاد الحديث من جديد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة الإسراع في إعادة بعث مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية بلدية شرشر ولاية تيبازا. مشروع استراتيجي ذو بعد إقليمي وتحفة فنية تكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد الجزائري. مشروع ميناء الحمدانية سيساهم في تعزيز الشراكات مع الصين وإفريقيا من جهة وفك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية من جهة أخرى. Maintenant le port de Hamdaniya, vous y croyez vous? Pourquoi? Moi personnellement je n'y crois pas. Parce qu'il est mal parti ce projet. Il est mal parti, ce projet est mal parti dès le départ. On l'a confié aux Chinois et on leur a imposé un opérateur qui n'a rien à voir pour les travaux portuaires. Vous savez qui c'est? Oui. Bien. À l'arrêt, est-ce qu'on retiendra encore ce port ou pas? Quelle est l'utilité de ce port? Est-ce que vraiment il va servir l'économie nationale? Toutes ces questions, il faut qu'on se pose des questions, parce qu'on se les pose. Parce que c'est des décisions qui ont été prises à un certain moment où il y a eu une non-gestion du pays. Voilà, donc incohérence totale par rapport donc à ce projet, à ce méga port. Rafiq Bouhlel, bien sûr, cette semaine, on a aussi, on s'est réveillé sur cette nouvelle que l'Algérie a été rajoutée à la liste noire de l'Union européenne concernant donc le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On va regarder cette petite vidéo et je reviendrai à vous juste après ça. L'Union européenne inscrit l'Algérie sur la liste noire du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme Bruxelles. La Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2025, une mise à jour de sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Algérie a été ajoutée à cette liste aux côtés de 9 autres pays, dont le Liban, l'Angola, le Kenya et le Laos. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour protéger son système financier contre les menaces liées aux flux financiers internationaux. Elle oblige les institutions financières européennes à appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de transactions impliquant des entités ou des clients algériens. Selon la Commission, cette classification fait suite à une évaluation conjointe avec le groupe d'action financière, GAFI, qui a révélé des lacunes stratégiques dans le dispositif algérien de lutte contre le blanchiment d'argent. Bien que l'Algérie se soit engagée à réformer son système, les progrès réalisés sont jugés insuffisants par Bruxelles. Cette annonce soulève des inquiétudes quant à son impact potentiel sur les relations bancaires et les investissements étrangers. Des observateurs algériens estiment toutefois que le pays a entamé, depuis 2022, plusieurs réformes importantes et que cette décision pourrait être influencée par des considérations géopolitiques. La décision entrera en vigueur à l'issue d'une période de révision de 30 jours, extensible, sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil de l'Union.
Voilà, donc l'Algérie a été rajoutée à cette liste noire de l'Union européenne concernant donc le blanchiment de capitaux et le financement donc du terrorisme. Rafiq Bouhlal, quelles sont les répercussions, on peut dire diplomatiques, mais aussi économiques, surtout quand on est en train de discuter de la question économique en Algérie, cette incohérence? On a entendu donc le ministre qui disait une chose, un reportage qui disait autre chose sur le port d'El Hamdaniya, mais aussi l'opacité de la gestion des affaires de l'État à la Firboul. C'est la décision de mettre l'Algérie sur la liste noire des pays à haut risque de blanchiment et de financement terroriste. C'est une décision tout à fait logique et qui est ni plus ni moins qu'une conséquence, que le résultat et les conséquences d'une gestion mafieuse de l'État qui, depuis l'arrivée de Tebboune en 2019, a explosé les dossiers de corruption, l'enrichissement illicite est devenu un moyen, un mode de gouvernance, l'absence de justice dans la lutte contre la corruption fait automatiquement que le résultat à la fin, l'Algérie est inscrite aujourd'hui dans une liste où il faut pas y être, car il y aura beaucoup de répercussions. La première des répercussions sur les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers ne vont plus, déjà qu'ils ne viennent pas, ils ne vont plus venir investir dans un pays classé dans une liste noire. Et le meilleur indicateur qu'on puisse mettre sur la table, c'est que en 2019, il y avait 522 entreprises françaises en Algérie. En 2024, il n'en reste que 400. 122 entreprises françaises ont quitté l'Algérie entre 2019 et 2024. J'ai des connaissances et des informations. La plupart sont partis à cause de la pression et les blocages et les demandes de corruption incessantes. La justice algérienne ne combat pas la corruption, mais la justice algérienne est instrumentalisée dans la guerre des clans pour faire tomber l'un ou l'autre en utilisant la corruption. Depuis 2019, on voit qu'il y a pas moins de 35 généraux en prison pour deux crimes et pour tous les mêmes, à savoir la haute trahison et l'enrichissement illicite. Quand on découvre que Salah Godjil dispose d'un appartement à Paris et que la justice ne s'est pas saisie, quand on découvre que Saïd Chengriha dispose d'un appartement à Paris et que la justice algérienne ne s'est pas saisie, quand on connaît le nombre de hauts fonctionnaires de l'État algérien, notamment des ministres en place, et l'exemple le plus frappant, c'est le ministre de la formation, ancien ministre des startups, Yassine Ouali, actuel ministre dans le gouvernement Tebboune depuis 4 ans, est un repris de justice. Donc, on n'invente pas les choses. Aujourd'hui, on a un régime mafieux qui gère le pays selon une méthode mafieuse, à savoir, ce n'est pas la lutte contre la corruption, mais c'est la course à la corruption. Et c'est la course à l'enrichissement illicite et au transfert illicite et pour l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger à travers la corruption. Plus grave encore, je rappelle juste que le représentant permanent des Nations Unies, M. Alejandro Alvarez, a convoqué le 2 février 2023 le ministre algérien garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, sur les engagements de l'Algérie en matière de lutte contre la corruption et la corruption transnationale. En mars 2023, l'Algérie a reçu M. Peter Sanka, le directeur général de la Commission judiciaire de l'Union européenne, dans le cadre des engagements de l'Algérie contre la lutte pour la lutte contre la criminalité transnationale et le blanchiment d'argent. Et les partenaires européens ont découvert et ils voient que depuis 2023-2022, toutes les annonces faites par le gouvernement et tous les engagements que le gouvernement a pris
ne sont pas respectés. Et il reste une dernière chose. Cette inscription dans la liste noire intervient à peine 3 semaines ou 2 semaines suite aux fuites des informations sur le gel d'éventuels avoirs financiers des dirigeants algériens en France. Est-ce que la France est derrière ça aussi ou pas? Oui. Ça, on ne le saura pas, mais néanmoins... Mais c'est ce qu'il dit, Rafiq Bouhlal. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce que, juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Et là, bien sûr, la presse algérienne a réagi par rapport donc à cette décision de rajout de l'Algérie sur la liste noire, par rapport donc à la Commission européenne. On va voir juste le titre du journal Al-Khabar, Rafiq Bouhlal, et j'aimerais avoir votre réaction. Al-Ittihad al-Européen Kharit fi Hamlet Tashwih a titré donc Al-Khabar très clairement. Est-ce que Al-Khabar donc dit que cette décision de l'Union européenne est une décision politique liée à la question diplomatique entre Alger et Paris? Rafiq Bouhlal. Il faut savoir que l'Union européenne se compose de 27 pays qui s'entraident entre eux. Il faut savoir que l'Union européenne, que ce soit la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, c'est des pays démocratiques où la justice est indépendante et il y a un contre-pouvoir qui est assez fort et que la corruption est quelque chose qui est considéré comme un crime très important. Donc, sur le principe de la coalition européenne, il est très fort possible que l'Union européenne donne un coup de main à la France pour la protéger, parce que il faut savoir que le régime algérien ne blanchit pas son argent qu'en France, notamment. Donc, il y a les 27 pays sont concernés. Et pour preuve, après l'interdiction aux diplomates algériens de rentrer sur le territoire français sans visa préalable, la première des choses que le régime algérien a fait, c'est de se précipiter vers la Slovénie pour signer des accords afin de permettre aux diplomates algériens de rentrer sans visa. Donc, il est important de voir que c'est une décision très sage de l'Union européenne. L'Union européenne, depuis 2022-2023, avec les hauts responsables qui sont venus en Algérie, on sait maintenant que la corruption est une méthode de gouvernance algérienne et l'Algérie n'en fera absolument rien. Et concernant les pays, sur le fait du financement des groupes terroristes, on a des faits avérés où l'Algérie soutient des groupes et des crépuscules dangereux et ils sont armés, financés, et ce n'est pas que l'Union européenne. Quelques semaines avant, c'est la Gavi. Rappelons aussi que l'Algérie, sur le classement de la transparence des pays, l'Algérie est classée 157e en 2023 et 160e en 2024 sur les libertés économiques sur 167 pays. Imaginez-vous, on est dans les derniers des derniers. Le régime algérien, comme à son habitude, il va dire que l'Agence internationale de transparence est contre eux, il va dire l'Union européenne est contre eux, mais c'est une réalité. Là, le gouvernement algérien est un gouvernement corrompu qui viole les lois, que ce soit bancaires, que ce soit commerciales, et pour preuve, sur les 20 dernières années, je dis bien sur les 20 dernières années, tous les arbitrages commerciaux des entreprises algériennes à l'étranger ont été perdus et cela a coûté pas moins de 10 milliards de dollars aux caisses de l'État algérien. Donc, les entreprises algériennes qui se vont poursuivre à l'étranger perdent parce qu'elles sont coupables de corruption et coupables de non-respect des contrats. On a des généraux qui rentrent en prison par dizaines et des dizaines. On a des ministres, on a des premiers ministres. On a et surtout, depuis l'arrivée de Tebboune, un effondrement des institutions publiques, un effondrement économique. En 2022, les entreprises publiques étaient déficitaires de 1,6 milliard d'euros. Ça représente 20 000 milliards de centimes
que Ayman Ben Abdelrahman lui-même a annoncé au pupitre de l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe. Et par ce classement, et par cette rentrée dans cette liste noire, on n'aura pas, déjà on n'a pas de tourisme, donc on aura beaucoup moins de tourisme qui vont venir, parce que, encore une fois, on remarque, par exemple dans le sud, chaque semaine ou chaque 15 jours, on voit à la télé un terroriste qui se rend. Quand on va sur les sites des ministères des Affaires étrangères des puissances internationales, Canada, Angleterre, Allemagne, France, Italie, déconseillent à leurs citoyens de venir en Algérie et surtout de se déplacer dans les zones frontalières. On est devenu la chèvre noire de l'Afrique où il ne fait pas bon vivre, il ne fait pas bon investir et on a peur pour sa vie. Très bien, reste avec nous Rafiq Bouhlel, mais aussi peut-être un contre-argument, Rafiq Bouhlel, et là je vais donner la parole à Adel aussi, c'est que du côté de l'Algérie, on dit comment un pays comme les Émirats Arabes Unis était dans une liste grise, une liste noire, pardon, et ils sont dans la liste grise, ils ont été donc dégradés à la liste grise, alors que peut-être il y a aussi des accusations contre les Émirats Arabes Unis concernant le financement ou le blanchiment d'argent. Ça, c'est du côté d'Alger, bien sûr, mais ceux qui aussi croient que l'Algérie est visée, et c'est des décisions politiques. Rappelons bien sûr que cet organisme donc s'appelle le Groupe d'action financière, le GAFI, qui est une organisation intergouvernementale basée à Paris et qui est chargée de veiller à l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale. D'abord, on va écouter cette petite vidéo où Mehdi Ghazar dit que l'Algérie est attaquée de partout. Sur Twitter, il y a eu un article justement sur ça. L'Algérie est le pays le plus attaqué au monde. D'accord? C'est pas moi qui le dis encore, on va dire comme quoi c'est de la démagogie. Non, ce sont des faits. Sur Twitter, l'Algérie est le pays le plus attaqué. Pourquoi? Parce que l'Algérie dérange, parce que l'Algérie n'est pas docile envers les puissances étrangères et que l'Algérie veut garder sa souveraineté, qu'elle soit une souveraineté financière, que ça soit une souveraineté énergétique, que ça soit une souveraineté militaire et que ça soit aussi une souveraineté médiatique. Et ça dérange. Donc on est attaqué de toutes parts et on continuera à être attaqué de toutes parts et on continuera à se défendre parce que sur Twitter... Voilà. Adel Khaled, votre réaction d'abord sur cette question? Écoutez, vous savez, quand on entend les paroles de ce jeune homme intervenant dans les ondes de la radio algérienne, on voit très bien quel est le niveau exécrablissime, sincèrement. Alors d'abord, il utilise le mot souveraineté. Vous savez, le mot souveraineté n'est pas propre à l'Algérie. Vous savez, l'Algérie n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Tous les pays sont souverains, donc il y a toujours cette terminologie qui est utilisée dans les années 60-70, et puis on continue, le fleuve va toujours dans la même direction. Il dit que l'Algérie, j'essaie de reprendre un peu ses déclarations en disant que l'Algérie est visée, ou je sais pas. Bon, je sais pas, vous savez, c'est quelqu'un de toute façon qui n'est ni armé sur le plan économique, ni armé sur le plan diplomatique. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé, je ne sais pas quel est son métier. Mais bon, on voit que ces déclarations sont vides de sens et sont basées sur aucune texture, aucune substance. Donc, je ne veux même pas perdre mon temps à commenter des paroles aussi ridiculissimes. Maintenant, pour revenir un peu rapidement sur les déclarations du ministre de l'époque, donc Ali Aoun, franchement, il faut entendre ces paroles pour essayer de les entendre encore une fois, les réentendre, pour réaliser à quel point c'est quand même extraordinaire. Il a posé des questions, il a dit « Je ne vois pas quelle est l'utilité de ce port ». Franchement, c'est très puissant comme déclaration. Il ne voit pas quelle est l'utilité d'un port. Oui, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est ministre de l'industrie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si... Enfin, moi je pose la question, Anna, je pose la question de ma toute petite fenêtre. Je ne sais pas, si le peuple algérien réalise un peu la gravité de la chose. Un ministre de l'industrie qui est en train de dire, et il pose la question, je ne vois pas quelle est l'utilité d'un port. Un port spécialisé donc pour le trafic portuaire de cette catégorie-là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, maintenant, on va rester un peu sur l'aspect financier. Cette liste, vous savez,
il n'y a rien de surprenant. Ce qui m'amuse aussi, par contre, c'est que l'Algérie, enfin, je ne sais pas, quand je dis l'Algérie, ceux qui sont donc en train d'occuper des fonctions qui clairement ne sont pas les leurs, ils ont déclaré que les Émirats étaient donc déclassés et venus catégorie grise. C'est bien ça que vous aviez bien dit, n'est-ce pas? Absolument. L'Algérie était donc dans la catégorie grise. Et bien sûr, elle est devenue dans la catégorie de la liste noire. Et les Émirats arabes unis, étaient dans la liste noire et étant donc déclassés à la liste grise. Oui, bah alors, mon cher ami, pour le jeu de mots, je peux vous dire que ça a dû leur faire grise mine quand ils ont parlé de ça. Alors, je vais vous dire quelle est l'explication. Écoutez, les Émirats, d'abord, c'est un pays où il y a une capitalisation financière aujourd'hui équivalente à peu près à 475, à peu près 400 milliards de dollars de dépôts, d'accord? Donc c'est un hub offshore, il y a beaucoup d'entreprises là-bas qui sont donc un paradis fiscal, il y a une facilité, donc c'est tout à fait normal qu'un pays comme ça, vous me recevez toujours? Oui, on va régler, on va essayer de régler ça. Oui, on vous entend, Oui, alors voilà, donc c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal que les Émirats se retrouvent dans cette situation parce que c'est un pays où on a besoin donc de vérifier le flux des financements, la situation économique. Ils savent que beaucoup de gens fortunés vont là-bas, donc c'est simplement à titre de formalité. Vous savez, les Émirats se portent à ravir. C'est un pays qui s'assied à la table des plus grandes décisions qui font le monde aujourd'hui auprès de l'Arabie Saoudite, des États-Unis et de la Russie. Et de la Chine, c'est un membre des BRICS. On va arrêter. On va même pas perdre notre temps à mentionner cela. On voit qu'il y a une jalousie, mais alors là, profonde. On sait très bien que les Émirats, c'est un pays géographiquement 500 fois plus petit et puis techniquement 500 fois plus grand. C'est le seul problème qu'ils ont par rapport aux Émirats. Alors, les conséquences, les raisons. Moi, je pense que les raisons principales, il y en a 3 ou 4 qui sont les plus grandes lignes et je vais les expliquer très 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 rapidement. Je pense que pourquoi l'Algérie est mise dans une liste noire aujourd'hui? Écoutez, simplement d'abord parce que, comme je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de se faire remarquer. Ils sont doués à se faire remarquer. Les camouflets diplomatiques, les scandales à l'international, les problèmes avec plusieurs pays, les plaintes de plusieurs investisseurs, en l'occurrence Lakshmi Mittal qui s'est plaint auprès de l'Inde, donc il a pris la poudre d'escampette. Plusieurs investisseurs sont partis en courant, ils ont pratiquement laissé beaucoup de choses derrière eux. L'Algérie, c'est un pays qui n'inspire pas confiance. Après, bien sûr, vous avez un système bancaire qui date de 1900, Charles Aznavour. Vous avez une économie complètement décimée. Et puis, vous voyez qu'il y a un favoritisme énorme dans un clan qui est une caste au pouvoir. Vous voyez, par exemple, le chef de cette organisation patronale, grand acteur de l'économie algérienne nouveau, j'ai nommé le CREA. Vous voyez que le président de cette organisation siège dans des réunions officielles de l'État. Donc il faut se poser la question, s'il représente une organisation patronale, pourquoi les autres représentants d'autres organisations patronales ne siègent pas au même titre que lui? Donc on voit un favoritisme qui n'a aucune explication si ce n'est que du clanisme. Et donc ça c'est une chose. Autre chose qui est très importante, n'oublions pas que la plus grande erreur du président de la République, c'était quand il est venu, il en avait fait sans faire de loi, comment dit-on, je perds mon latin encore une fois. Il en avait fait son élément principal lors de sa campagne présidentielle de 2019, la récupération des fonds détournés par les oligarques. Bon, vous
savez qu'aucun dollar n'est rentré, n'est revenu, rien n'est venu, ils n'ont rien récupéré, d'accord? L'argent est réparé, l'argent des Algériens est éparpillé à travers le monde. Mais il avait dit cette grosse bêtise qui démontre que son incompétence, son incapacité à parler un langage à la hauteur de son siège de président de la République. Il dit, nous allons récupérer les fonds de la corruption. Vous savez, une banque, il n'y a rien de plus juridique et sensible qu'une banque. Quand une banque vous entend dire que c'est des fonds qui sont produits de la corruption, si on a l'intention d'aller récupérer, déjà faudrait-il les localiser ces fonds, chose qu'ils n'ont jamais pu faire, même avec les commissions rogatoires, se sont toutes soldées par un échec cuisantissime comme tout le reste. Et donc, même s'ils ont ciblé et trouvé l'argent, l'endroit où l'argent se trouve, ils disent quoi? Ils disent, eh ben, c'est l'argent de la corruption. Dès que vous dites ça à une banque, la banque, elle va faire quoi? C'est red flag. Ils vont geler ces fonds. Ils vont rendre l'aspect juridique beaucoup plus difficile, donc tellement complexe pour que l'Algérie puisse le récupérer. Et puis aujourd'hui, quand vous voyez les agences de notes de connotation, d'évaluation des risques en Algérie, il y en a plusieurs. Il y a Grant Thornton, il y a Standard & Poor's, il y a Deloitte, toutes ces agences internationales qui sont recrutées par des grands investisseurs et des grandes entreprises qui sont désireuses d'aller investir dans un pays précis. Si vous allez online, j'invite le peuple algérien, allez-y online, lisez, documentez-vous, n'écoutez pas ce que disent les gens, documentez-vous. Même Rassoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec Iqra, al-ilm, nour, allez lire, documentez-vous. Toutes les agences d'évaluation de risque en Algérie classent l'Algérie un pays à risque parce que c'est un pays où il y a une instabilité politique, c'est très important, il y a une instabilité diplomatique et donc un pays à risque. Et quand on est un pays à risque, les grandes institutions financières, la finance c'est mon métier, je suis formé dans la finance, les institutions financières vous classent comme un pays liste noire parce que potentiellement vous êtes un pays dangereux. Et le final, ce qui fait le clou du spectacle, ils ont été se faire voir comme ça, s'exposer avec cette histoire de la France qui menace de montrer les flux financiers de ses dignitaires, donc dits dignitaires. Donc du coup, automatiquement, ça veut dire qu'un argent mal acquis. Donc, vous voyez, tout ça sont des éléments, leur incompétence, leur médiocrité, leur bêtise, leur comportement fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, le seul perdant, c'est qui? C'est la République. Très bien. Restez avec nous. Adel Khalef, je vous prie un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et j'aimerais traiter ce deuxième thème de notre émission pour ce soir. Ali Erderi, donc libre après 6 ans de prison. Que reste-t-il du champ politique en Algérie? On va poser ces questions à nos invités juste après cette petite intro. Rafik Bouhlel, je vais commencer avec vous cette question. D'abord, on va écouter Ali Erderi auparavant, donc en 2019, il expliquait c'est quoi le système en Algérie politique. On va revenir aussi sur la lettre qu'il a écrite. Elle a été publiée par le journal Al-Watan le 22 novembre 2018, lettre à nos aînés, donc titrée à Ali Erderi. Il parlait donc d'un constat de la situation, et là je le cite, notre pays est à la croisée des chemins. D'abord on va écouter dans une ancienne déclaration à Ali Erderi. السيستم هو كلنا كاين في فئتين فئة شاعرة بأنها طرف السيستم وفئة غير شاعرة. الناس اللي يروحوا الصباح 10 تاع الصباح للخدمة ما يروحوش 8 يا هل ترى لو كان ما جاوش مستفيدين من السيستم يعني بالك بدون شعور قاعدين يغذيوا في السيستم. والناس اللي تسرق في الملايير
هذاك وصل للمليار سرقه والاخر ما وصلش المليار سرق الساعه تاع العمل. كلنا مستفيدين من هذا السيستم، ولكن كيفية الاستفادة ودرجة الاستفادة مختلفة. إذن هي ذهنية وهي ثقافة، هي سلوك، هي نمط حياة اللي لازم واش نتخلصوا منه نعاودوا بناء الجمهورية ونبنيوها على أسس المساواة، على أسس الديمقراطية، على أسس العدالة الاجتماعية، على أسس جديدة اللي أثبتت جدارتها في دول أخرى. Voilà, Ali Rderi expliquait donc le système, mais aussi parler de la gouvernance et aussi de la minorité qui gouverne en Algérie. في مداخلتك السابقة عبر الصحافة الوطنية تكلمت كثيرا على الأقلية، وفي مداخلة أخرى توجهت إلى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رسالة عنوانتها برسالة إلى الأخ عبد العزيز بوتفليقة. وفي حوارك الأخير مع جريدة الوطن أيضا قلتم أن قايد صالح لن يسمح باختراق الدستور. من هي هذه الأقلية إذا كنت توجهت بكلامك إلى بوتفليقة ثم إلى قايد صالح؟ من هي هذه الأقلية التي تملك زمام الأمور والتي أدت بالجزائر إلى الفشل حسب تدخلاتكم في الصحافة؟ نقول ما دام القرارات تأخذ خارج المؤسسات أنها تأخذ من طرف أقلية، قادر الأقلية هذه تكون 10 من الناس، تكون واحد، 10 من من الرئاسة، قد تكون 400، قد تكون 1000. Rafiq Bouhlal, Ali Rderi libéré après avoir passé 6 ans en prison. Bien sûr, j'ai soulevé une question dans mon introduction, c'est que peut-être ce qui lie Ali Rderi à Saïda Narza qui a été condamné dernièrement, mais aussi Belqasem Sahli et Abdel Hakim Hamadi à de la prison ferme, c'est aussi tous étaient candidats ou candidats à la candidature à la présidentielle. Votre réaction, Rafiq Bouhlal? Personne qui veut promouvoir la démocratie, que ce soit un ancien général, que ce soit une ancienne femme d'affaires, que ce soit, je parle de général Ali Rderi, Saïd Narza, Karim Tabo, peu importe la personne qui a une autre vision que celle du régime est automatiquement brisée, judiciairement harcelée et jetée en prison. Plus important encore, quand cela vient d'un ancien général qui est un fils du système et qui fait des déclarations, à mon sens, extrêmement dangereuses pour sa vie à lui. Pourquoi? Parce que il dit deux choses très importantes. La première, à savoir que il faut rebâtir la République sur des bases de justice, d'égalité et de transparence démocratique. Il continue en disant que l'Algérie est entre les mains d'une minorité qui a la même mise sur le pouvoir et les richesses et qui en dispose comme bon leur semble. Cela constitue un grave danger pour le système lui-même, et notamment pour les enfants de Gaïd Salah, parce que 6 ans plus tard, après ces déclarations du général Ali Rderi, 6 ans plus tard, en 2025, les enfants du défunt général Gaïd Salah ont été jugés pour enrichissement illicite, et dans la presse algérienne, ils ont énuméré leurs biens. Vous avez l'impression que les gens à Annaba sont locataires chez les enfants du Gaïd Salah. Donc, actuellement, le système refusera tout changement démocratique et punira de manière extrêmement forte toute personne qui se présente à une élection présidentielle avec un programme qui leur pose problème, à savoir une justice indépendante, à savoir une démocratie, à savoir plutôt et surtout que l'institution militaire
fasse son travail et ne se mêle pas de politique. Et cela, les généraux algériens ne l'accepteront jamais. Et encore une fois, en 2024, l'ancien général Ali Rdiri pouvait être libéré. Abdelmajid Tebboune, à travers la justice du téléphone, ils lui ont rajouté 2 ans parce que, en matière de candidat, Ali Rdiri a beaucoup plus de charisme que Abdelmajid Tebboune. Ali Rdiri, un ancien général qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est parti à la retraite à l'âge de 60 ans et qui n'a pas de dossier de corruption dans son passé. Et une dernière chose, la différence entre l'ancien général Ali Rdiri et Abdelmajid Tebboune, qui sont 2 enfants du système, jusque Ali Rdiri, c'est un meneur d'hommes, et Abdelmajid Tebboune est un exécutant. Et dans une course honnête, sans trafic des élections, entre Abdelmajid Tebboune et l'ancien général Ali Rdiri, il aurait gagné haut la main. Et ceci représente un danger et pour le clan de Tebboune et pour le clan de Saïd Chengriha, qui ont plongé le pays malheureusement dans un avenir incertain, qui ont réduit la scène politique à un désert où toute personne qui va à leur rencontre est automatiquement harcelée juridiquement. Quand on voit que la justice algérienne condamne et impose à Karim Tabou de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux pour un homme politique, cela est très grave. Et après, le gouvernement algérien s'étonne qu'il est classé dans les pays dictateurs, il s'étonne qu'il soit classé dans les pays à haut risque de blanchiment d'argent. On voit des gens comme ce monsieur Ressar, qui n'est ni plus ni moins l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, qui a défrayé la chronique, car au passage, c'est une information qui est publique, il dispose de pas moins de 16 entreprises en France dans l'acquisition et l'achat et la gestion de biens immobiliers, avec son fils âgé de 9 ans et comme associé le fils de Mohamed Rawrawa qui s'appelle Abdelkader Rawrawa. Alors, il faut arrêter à un certain moment donné d'accuser toute la planète de complot contre l'Algérie, alors que tous les dirigeants algériens et tous les proches de Abdelmajid Tebboune traînent des casseroles tellement énormes derrière eux qu'ils n'inspirent pas le respect, ils n'inspirent pas le sérieux. Et encore une fois, on voit la méthode de gouvernance, à savoir une dictature pure et dure, une corruption généralisée, l'effondrement des institutions. Et même après sa sortie de prison, vous allez voir que l'ancien général Ali Rdiri, ancien candidat à la présidentielle, va être harcelé juridiquement et interdit de s'exprimer médiatiquement, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut ouvrir le champ du dialogue. Il faut qu'une démocratie s'installe. Et à ce moment-là, tous les candidats peuvent exposer leurs idées et leurs programmes. Et seul le peuple choisira son président et non pas le général Gaïd Salah ou le général Saïd Chengriha. Très bien. Très bien, reste avec nous, Rafiq. Adel Khalef, pour terminer, donc, je vous laisse le mot de la fin. Rafiq a parlé de désertification du champ politique en Algérie et que tous ceux qui ambitionnent donc à un changement politique ou de système en Algérie sont poursuivis, harcelés en justice. Vous avez parlé d'instabilité politique. La question qui s'impose, que reste-t-il du champ politique en Algérie? Je vous laisse la parole après, bien sûr, cette libération de Ali Rdiri après 6 ans de prison ferme. Je ne sais pas exactement, pardonnez-moi, je ne sais pas exactement quoi dire, hein, ce qui en reste du champ politique en Algérie. Moi, je pense qu'il n'y en a même pas. Parce qu'un champ politique, c'est un espace où il y a plusieurs partis politiques qui agissent et qui interviennent. Un champ politique, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent exprimer leur accord et leur mécontentement, leur position. Il ne peut pas y avoir un champ politique quand il y a une instrumentalisation exacerbée
dégénérative de la machine judiciaire, où les magistrats ne sont pas maîtres de leur destin, ne sont pas maîtres de leur donc, fonction. Un champ politique, il faudrait qu'il y ait de l'animation, de l'exercice, donc de la liberté d'expression. Ça n'existe pas chez nous, on n'a pas cette notion, on n'a pas encore la maturité d'être un État où il y a l'indépendance de la justice, on n'est pas encore prêt pour ça, on ne sait pas faire. Hein. Vous savez, en Algérie, on ne peut même pas s'imaginer qu'un magistrat puisse prendre une décision contre un ministre ou contre un premier ministre ou contre un haut responsable de la présidence. C'est presque ridicule, c'est impensable. Donc on est arrivé à cette conclusion et à cette conviction d'idées. Ça vous démontre à quel point, au bout, notre nation va mal. Et puis vous savez, quand certains hommes dépassent la justice, vous savez, même pour ceux qui sont les plus pieux, vous savez ce que le prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Blad li ma fihash adala ahjar minha. Un pays où il n'y a pas une justice qui règne en maître absolu, quitte-le. En Algérie, la justice n'a pas de rôle, donc automatiquement le champ politique n'existe pas. Et ça, c'est surtout par rapport, depuis l'arrivée du président actuel. Vous savez, à l'époque de Bouteflika, quand il y avait des élections présidentielles, il y avait des candidats, il y avait plusieurs candidats. Tout le monde avait l'air, tout le monde avait le droit de venir s'inscrire, etc. C'est juste que nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a... C'est difficile, vous savez, c'est difficile d'assumer la continuation d'une maladie et la masquer par une autre. C'est très, très difficile. Donc moi, je pense que, si je puis me permettre de dire, et je le dis sincèrement parce que c'est ma conviction personnelle, et je finis sur ça. L'Algérie a besoin d'un changement à 180 degrés. C'est la seule solution pour notre pays, monsieur. L'Algérie a besoin d'un président jeune, qui comprenne les jeunes. Un vieux ne peut pas comprendre les jeunes, et de surcroît, un vieux qui est incompétent, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune compréhension de la diplomatie, de la politique, du peuple, qui ne se rapproche pas de son peuple. L'Algérie a besoin d'un jeune président, qui soit près des jeunes, qui comprenne les jeunes. Mais la question aussi, Adel, la question, est-ce que la question d'un président jeune, ou la question se pose aussi du problème du système de gestion? Mais monsieur, vous savez, c'est très simple. Moi, je vous parle d'une machine à vapeur et vous me parlez d'une vapeur produite par une machine à vapeur. Nous sommes en train de parler de la même chose. La gestion, c'est quoi? Monsieur, nous sommes en train de vivre la 3e révolution industrielle. C'est le numérique, d'accord? Nous avons besoin que tous ces gens au pouvoir aujourd'hui, des années 70, des années 60, doivent... Tous les gens qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est fini. Il faut les jeunes maintenant. Il faut un jeune président, un jeune premier ministre. Il faut une ministre des Affaires étrangères, une femme qui exporte l'image de la femme algérienne à l'international. Il faut une femme ministre de la Justice. Il faut une femme ministre de l'Intérieur. Il faut des jeunes Algériens qui aiment le pays, qui aiment la nation, qui apportent le sang neuf. Il faut arrêter avec cette mentalité de un fournisseur Internet, un fournisseur d'électricité, un fournisseur de train. Il faut ouvrir le marché, ouvrir l'Algérie, voir large, que le pays respire. Il n'y a que la jeunesse qui va apporter du sang neuf. Merci. Il faut gagner d'aujourd'hui, cette génération doit partir maintenant et laisser la place aux jeunes. L'Algérie ne verra pas le jour tant que les jeunes ne seront pas au pouvoir. Moi, je plaide pour l'arrivée de la jeunesse au pouvoir de notre pays. Merci beaucoup, Adel Khalef. Je rappelle, vous êtes consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à Rafiq Bouhlal, économiste et analyste politique. Il était avec nous. Vous étiez avec nous donc depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Bqaw ala khair.